Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera de l'UFC 323 qui a lieu à Las Vegas ce samedi soir. Et franchement les amis, quelle carte de dingue. Sincèrement, donc le main event c'était Petr Yan contre Merab Dvalishvili pour la ceinture des bantamweight. On a eu également le combat de Pantoja contre Joshua Van, également pour la ceinture, mais cette fois-ci c'était des flyweight et des combats de dingue. Donc franchement, le combat de Cejudo contre Talbot, le français Faresiam aussi qui s'est imposé. Franchement, que des gros combats, des grosses guerres, des gros finishes, et on en parle dans cet épisode de Fighters. Les amis, si cet épisode et ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos familles qui aiment les sports de combat. Ça permet de faire grossir l'audience du podcast et ça fait toujours plaisir. Alors franchement, quelle soirée. Donc tout d'abord, nous allons parler du main event de cette soirée UFC 323. Merab Dvalishvili contre Petr Yan pour la ceinture des bantamweight. Franchement les amis, donc forcément, vous avez peut-être vu le résultat. Petr Yan est devenu le nouveau champion bantamweight en vainquant Merab Dvalishvili à la décision. C'était un combat exceptionnel. Je pèse mes mots. Pour moi, c'est le meilleur combat de l'année que j'ai vu. Que ce soit niveau technique, niveau spectacle, c'était vraiment dingue ce qu'on a vu. C'est-à-dire que là, c'est un combat parce que voilà, il y a eu des combats, par exemple Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena, c'était un super combat. Mais est-ce que c'est un combat où on a vraiment kiffé comme Merab contre Petr Yan? Bah non, franchement là c'était un combat qui était vraiment fou, spectaculaire, en striking, en grappling, c'était vraiment dingue. Et on va en parler. On va en parler avec tout d'abord donc le premier round. Donc premier round, forcément les deux arrivent, sont plutôt frais. On a quand même quelque chose à noter, c'est que là on a deux adversaires qui se ressemblent dans la composition corporelle, dans le physique. Dvalishvili a l'habitude d'affronter normalement des gens qui sont un peu plus grands. Donc là je pense à Sean O'Malley, je pense à Umar qui est pas non plus très très grand, mais qui est quand même plus grand que Merab. Et là il tombe sur un mec qui a plutôt son profil, donc Petr Yan, plutôt le même profil, très compact, plutôt petit. Et de toute façon on l'a vu sur le combat, ça a énormément joué. Mais franchement, quelle performance de Petr Yan. Moi, ce que j'ai noté sur la première round, c'est qu'on a déjà eu un énorme coup porté à la tête de Dvalishvili, avec une énorme crosse, donc un gros bras arrière qui a fait très mal à Merab. On a vu qu'il a titubé un peu. Ça a fait quelque chose au niveau de sa mâchoire. Est-ce que ça a déplacé sa mâchoire? J'espère pas, parce que sinon, après, faire 4 rounds avec une mâchoire un peu décalée, c'est quelque chose quand même. Mais en tout cas, donc j'avais noté ça. Forcément, on est sur le début du combat. Donc le style de Merab était toujours là, grosse pression, il essayait d'acculer un peu Petr Yan au niveau des coins de la cage, mais il n'y arrivait pas, parce que Yan bougeait très très bien, on a une très bonne défense de lutte de la part de Petr Yan également. D'ailleurs, c'est quand même dingue, parce que là on est sur le premier round, et voilà, il a réussi à défendre quand même pas mal, je crois qu'il a quasiment tout défendu des tentatives de takedown, donc pareil, connaissant le niveau de Merab, ça veut dire quand même quelque chose. Et sur tous les contres de Yan, donc il y a vraiment ce bras arrière qui était très très méchant, et également des bons uppercuts qui empêchaient Merab de venir en takedown. Il y avait cette crainte de l'uppercut, cette crainte du genou qui pouvait contrer le takedown. Donc franchement, gros premier round, pour ma part, je le donne à Yan. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est lui qui a infligé le plus de dégâts. Sincèrement, pour moi, sur tous les rounds, peut-être sauf le deuxième, on le donne à Yan parce que c'est lui qui met le plus de dégâts. C'est vrai que c'est Dvalishvili qui met la pression, qui a peut-être des fois un peu de contrôle et encore. Mais niveau dégâts, il n'y a rien à dire. Sur tous les rounds, c'est Yan qui fait le plus de dégâts. Deuxième round, donc toujours Yan, mais qui développe un peu plus son striking avec des super désaxages. Je m'explique. En fait, lorsqu'il va balancer son jab, alors ça dépend dans quelle garde il est, parce que Petr Yan, durant ce combat, change beaucoup de garde, il passe de droitier à gaucher. Mais en tout cas, quand il balance son jab, il désaxe à chaque fois, que ce soit à droite ou à gauche, pour essayer d'esquiver la potentielle remise de l'adversaire en face. Donc ça, c'est très intéressant, parce que en plus, en esquivant donc latéralement, en désaxant, et bien en même temps, il peut remiser après sur un crochet en profitant de l'inertie de son esquive. Donc ça, c'était très intéressant. C'est ce que j'ai noté. Merab avait encore plus de pressing. C'est un round où voilà, il est quand même un peu plus présent que sur le premier. Mais pour moi, les dégâts sont encore à l'avantage de Yan. Des très très bonnes défenses de Petr Yan encore sur les défenses de takedown. Franchement, très très intéressant. Très intéressant, c'est à peu près sur la même physionomie que le premier round, mais celui-ci pouvait pencher un tout petit peu plus vers Merab. Troisième round,
incroyable. Donc un super slam de Merab, hein. Donc il porte totalement Peterian sur ses épaules et il le plaque au sol, c'était exceptionnel. Mais Merab fait également pareil. Enfin pardon, non, donc oui, super slam de Merab, c'est ce que j'ai dit. Et puis il y a également Peterian qui fait aussi un takedown. Donc Dvalishvili qui se fait emmener au sol, c'est quand même quelque chose de très spécial. Mais Peterian l'a fait et c'était vraiment incroyable. On a eu également un middle qui a été mis. Alors ce middle, les amis, il est exceptionnel. Je pense que vous l'avez vu, hein, c'est vraiment le middle qui claque. Merab crie, vraiment, il fait ah comme ça, il crie vraiment tellement il a eu mal. Est-ce qu'il y a une côte qui a été faite? Je sais pas, mais ce middle était exceptionnel, que ce soit sur la précision ou le timing. Et encore une fois, Peterian, c'est la personne qui fait le plus de dégâts, que ce soit avec l'anglaise, avec les kicks. C'est vraiment lui qui fait mal. Merab, il frappe, mais c'est un peu moins précis, ça touche un peu moins. Donc forcément, c'est Peterian qui est encore devant. Merab, il essaye de coller, il essaye d'acculer Peterian, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il essaye de mettre cette pression, mais cette pression, elle n'est pas forcément, comment dire, elle n'est pas forcément à la hauteur. Les dégâts qu'il met ne sont pas à la hauteur de son pressing. On avait l'habitude que lorsqu'il met son pressing, notamment face à Sean Mallet, face à Umar, que voilà, il arrive à le toucher en anglaise, puis après il l'agrippe, et après il le lâche pas, il fait takedown, nanana. Mais là avec Peterian c'était impossible parce que déjà les défenses étaient très très bonnes, très très bien faites. Sur le quatrième round, on a toujours ce travail au corps de Peterian qui est vraiment exceptionnel, hein. On l'a vu quand même, je pourrais le noter au moins 3-4 fois, où il y a vraiment 4 coups qui ont touché au corps et qui ont vraiment fait grimacer Merab, qui l'ont vraiment fait reculer, ça on a vu. Donc encore un super crochet au corps de Yann qui tape, hein, dans la caisse de Merab automatiquement. Toujours les défenses de takedown qui sont exceptionnelles. Énorme bras arrière, vraiment, lorsqu'il se met en gaucher, il a un bras arrière vraiment qui lâche pas, donc c'est vraiment super. Et là pour le coup, la domination elle se fait un peu plus ressentir. Le visage de Merab est de plus en plus tuméfié, de plus en plus ouvert, on voit que ça commence à être compliqué. Sur le cinquième round, j'ai noté que Peterian, malgré la durée du combat, on était quand même tout de même sur le cinquième round, eh bien, il est encore là défensivement. Il est très consciencieux sur ses moyens de défense, les mains sont toujours bien hautes, il a bien son bras arrière bien collé au niveau du menton, prêt à remonter au cas où d'high kick, prêt à descendre un tout petit peu pour se protéger au niveau du corps. Vraiment, là pour le coup, il n'a pas du tout lésiné sur les moyens de défense et ça fait plaisir à voir. On en parlera un peu plus lorsqu'on parlera de Talbot un peu plus tard dans le podcast. Donc vraiment très très intéressant. Pareil, hein, niveau défense de takedown, c'était super. Les mains sont toujours hautes. Il arrive toujours à avoir les underhooks, à contrer les takedowns de Merab. Toujours les mouvements de buste pour esquiver les coups. Et franchement, il a un côté arrière de sa boxe, de son striking, avec son bras arrière, sa jambe arrière, qui fait mais tellement mal. Vraiment tellement mal. Et son jab aussi, hein, son jab qui est une arme maîtresse de sa victoire de ce samedi soir. Son jab en piston qui fait mal parce qu'il est très dur. Il est très rapide, il part de là où il n'a pas du tout d'amorce et du coup il empêche vraiment Merab d'avancer sur lui. C'est-à-dire qu'avec son jab, il va vraiment le contrôler, il va exploser, il va le toucher directement et forcément ça casse l'attaque. Donc ça c'était très très important. Très 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 important. Et toujours le middle arrière vraiment qui claque, qui fait très très mal, qui fait grimacer Merab. Franchement, un combat incroyable les amis. Pour moi c'est mon combat préféré de l'année mais sans aucun doute. Le niveau technique était juste exceptionnel. Et puis pareil, fallait quand même s'imaginer Merab perdre à la décision. C'était une revanche qui plus est, donc franchement c'était quand même exceptionnel. Ce combat vraiment, vraiment, vraiment fou. Est-ce qu'on pourrait parler d'une surfatigue de Merab puisque c'était beaucoup de combats en très peu de temps? Moi j'ai plutôt envie de mettre au crédit de Petroyan parce que là pour ma part on a vu le même Merab qu'avant. Juste on a vu un adversaire qui a réussi à déjouer la machine. Donc franchement exceptionnel, exceptionnel. Je vous invite à voir le combat si vous ne l'avez pas encore vu. C'était vraiment incroyable. On passe à la suite, Pantoja versus Joshua Van. Donc c'était la ceinture des flyweight, donc en moins de 57 kilos. Pas grand chose à dire malheureusement puisque dans les premières secondes, Alexandre Pantoja, donc le champion, s'est cassé le coude sur une chute de takedown, ce qui a permis à Joshua Van de remporter la ceinture. Ça peut choquer certaines personnes. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Est-ce qu'il aurait fallu avoir un no contest? Est-ce que le champion aurait dû garder sa ceinture? Moi, je pars du principe que c'est un fait de combat, que Joshua Van, il a fait tomber Pantoja en faisant un crochetage et que sur la chute, Pantoja s'est cassé le coude. C'est donc une action de Joshua Van qui a fait que Pantoja s'est cassé le coude. Donc pour moi, c'est une fin de combat et c'est une victoire de Joshua Van. C'est très injuste pour Pantoja, ça on est d'accord, mais pour moi c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai trouvé ça quand même bizarre que Pantoja commence aussi fort le combat, il était vraiment très très agressif,
Je me demande si du coup il y avait peut-être pas déjà une fragilité sur ce coude et que finalement du coup ça a été comme ça. Franchement aucune idée, mais en tout cas vraiment fou, vraiment vraiment fou. C'était c'était très inattendu. Donc est-ce qu'il y aura un rematch? J'espère parce que j'ai bien envie de voir ce combat. Ça peut être très très intéressant, surtout avec ce qu'on a vu un peu plus tôt dans la carte. On va parler ensuite du combat de Henry Cejudo contre Talbot. Donc là c'était en bantamweight, donc moins de 61 kg. Franchement très très bon combat. Donc Henry Cejudo, normalement on ne le présente plus, il était double champion. Il a combattu donc en flyweight, en bantamweight et franchement très très fort, très très fort. Sauf que là, il est en fin de carrière. Il avait mis un terme à sa carrière. Il est revenu. Il était sur 3 défaites d'affilée, il me semble. Et donc là, la quatrième, puisqu'il s'est incliné à la décision face à Peyton Talbot, qui est une étoile un peu montante, qui avait mis KO Yanis Gemouri il y a quelques mois. Donc notre Français qui était à l'UFC. Combat très très intéressant, notamment sur le premier round. Moi j'ai noté que Talbot avait un excellent striking, surtout un gros bras arrière, notamment le même bras arrière qui avait mis KO et Anis Gemouri. J'ai noté aussi que Henry Cejudo avait un menton vraiment à la fenêtre. En fait, quand il boxait, il était vraiment très très droit. Le menton, limite, il était fier de boxer avec le menton en l'air. Je trouvais ça très dangereux, notamment avec un striker de la taille de Talbot. Gros déficit de gabarit, sincèrement là, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une catégorie d'écart. Talbot était bien plus grand, avait une bien plus grande allonge que Cejudo, donc forcément ça joue sur la physionomie du combat. On a eu un takedown de Talbot lors du premier round, incroyable. Et on a eu quand même aussi un bon travail de low kick de la part de Cejudo qui a fait un peu ses preuves. On a vu que Talbot, il avait déjà quand même des petites douleurs alors qu'il y a juste eu un round et ça s'est suivi un peu sur la suite du combat. Sur le deuxième round, ça s'étoffe encore un peu plus, une énorme guerre, un knockdown de la part de Talbot. Donc on a Cejudo qui commence un peu à tituber. Il essaye de suivre Talbot en ground and pound. Super striking de Talbot, très varié, très rapide, très relâché. Ce qui fait que Cejudo n'arrive pas forcément à voir les coups arriver. Par contre, j'ai quand même noté que Talbot ne respectait pas la puissance de Cejudo, notamment en anglaise. Il a dû sentir qu'il n'allait pas se faire toucher et du coup, ça se sentait un peu sur ses moyens de défense. Il y a plein de fois où il se fait toucher vraiment plein fer, mais il ne bronche pas, sans doute parce que Cejudo ne tape pas fort. Ou alors il n'était pas dans sa forme, ou je sais pas, mais du coup il se sentait pas en danger, sauf que ça faut faire très attention quand même, parce que du coup niveau défensif c'était quand même pas trop ça. Il y avait pas mal de fois, où il tapait, il se faisait taper en même temps, et vu que il tapait pas fort, il tapait pas fort. Bien sûr, on parle de professionnels, de tueurs à gages, mais ce que je veux dire, c'est que là, celui qui tapait le plus fort, c'était Talbot. Donc, il ne craignait pas la puissance de Cejudo. Il faut quand même faire super attention. Mais clairement, là, Cejudo était dépassé par la vitesse et la jeunesse de Talbot, que ce soit donc sûrement peut-être la hargne, peut-être Talbot en voulait un peu plus. J'ai noté quand même plus tard qu'il y avait une énorme résilience de la part de Cejudo, mais Talbot était beaucoup plus rapide dans les déplacements, dans sa variété de coups, dans ses défenses de takedown, beaucoup plus vif, beaucoup plus puissant, notamment grâce à cet avantage aussi de gabarit. Sur le troisième round, là on peut vraiment le donner à crédit à Cejudo, pas parce qu'il était meilleur techniquement, mais parce qu'avec tout ce qu'il a pris quand même, tenir encore debout avec les coups au corps, les coups à la tête, c'était très rapide. Talbot arrive vraiment à bien varier ses zones de coups, c'était très intéressant. Des super genoux qui montent à la tête, un genou qui monte très très bien, un très bon relancement des coups, il était très très rapide. On n'a pas trop senti de grosse fatigue malgré le fait que ce soit le troisième round. Et donc voilà. Défaite logique de Cejudo, il perd les 3 rounds pour ma part. Grosse performance de la part de Talbot. Certains diront que Cejudo était trop vieux pour ce combat. Moi, je dirais surtout que c'était une énorme performance de la part de Talbot parce qu'à côté, tu as quand même un mec qui avait une lutte exceptionnelle et Talbot a réussi à l'emmener au sol, a réussi à le contrôler, à défendre sa lutte. Donc franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un super combat, que ça va permettre à Talbot de prendre encore un step au-dessus. Et donc, c'était vraiment un super combat, très intéressant et hâte de voir la suite pour Monsieur Talbot. C'est l'heure de l'interlude d'aujourd'hui où nous allons parler des petites annonces qui ont eu lieu. Les amis, nous allons nous pencher sur la carte de l'UFC 325 à Sydney, donc ça sera le 31 janvier. On a eu des combats annoncés et des super combats. Franchement, c'était incroyable les combats qui ont été annoncés. Je vais commencer avec un combat en heavyweight, Tai Tuivasa contre Talisson Teixeira. C'est clairement pas le combat qui me hype le plus, mais j'en parle. Par contre, là, un combat très très intéressant, le retour de Rafael Fiziev contre l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, Mauricio Ruffi. Donc le 9e contre le 14e. Mauricio Ruffi qui a perdu par étranglement arrière contre Benoît Saint-Denis. C'était à l'UFC Paris donc en septembre dernier. Donc là, on a Ruffi qui va revenir contre Rafael Fiziev.
très intéressant. On avait eu des petits papiers comme quoi Fiziev pouvait affronter Benoît Saint-Denis. Finalement, ça s'est pas fait. Donc ça, c'est un combat qui est plutôt intéressant. Donc en lightweight, pardon, donc à 70 kg. Ensuite, on a eu le combat donc officialisé de Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker. Bon, alors ça, c'est vraiment incroyable. Dan Hooker là qui venait de perdre donc face à Arman Saroukian, il me semble. Je me rappelle plus, mais il a combattu là très récemment. Et il reprend déjà un combat contre Benoît Saint-Denis. Ça risque d'être un peu compliqué parce que Benoît Saint-Denis, pour moi, il est quand même un peu meilleur, ne serait-ce que sur la lutte. Par contre, Dan Hooker tape très fort et a une grosse résilience. Donc ça peut être quand même très très intéressant. Surtout que il est quand même 6ème de la catégorie. Donc là, une victoire, ça peut vraiment propulser Benoît Saint-Denis aux portes du top 5. Donc ça, vraiment top. Et forcément, donc le main event qui avait déjà été annoncé en préambule, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez, donc la revanche, Alexander Volkanovski qui avait déjà battu Diego Lopez dans le passé pour la ceinture des featherweight, donc en moins de 66 kg. Très intéressant, donc c'est à Sydney, on a Benoît Saint-Denis qui va combattre Alexander Volkanovski, Raphaël Fiziev contre Mauricio Wifi. Franchement, on a des combats quand même vraiment très très intéressants. Ça va arriver très vite les amis, c'est le 31 janvier et c'est à Sydney. On va revenir sur la carte de l'UFC 323 puisqu'on a un énorme combat à parler. On venait de parler de Cejudo contre Talbot, sauf que là on a eu un combat qui est peut-être le deuxième combat préféré que j'ai eu là sur cette carte. Franchement, le combat de Moreno contre Taira. Donc Brandon Moreno, l'ancien champion des flyweight, donc des moins de 57 kg, contre Tatsuro Taira, l'étoile montante. Alors franchement, mais quel combat exceptionnel déjà chaque combat en flyweight est une preuve comme quoi c'est une des meilleures catégories de l'UFC. Et là, ces deux combattants nous l'ont prouvé encore une fois. Franchement, mais quel niveau technique des deux. J'ai été bluffé, j'ai été scotché. Sur le premier round, on a eu une très grosse prise de Moreno en triangle inversé donc, sur Tatsuro Taira. On a eu quasiment 4 minutes 30 de contrôle où Taira était tête baissée en essayant de ne pas se faire avoir dans le triangle inversé. Très patient, il attendait, il était tranquille. Forcément, on donne le round pour Moreno parce qu'il a eu 4 minutes 30 de contrôle. Hormis ça, il n'a pas eu grand-chose. Par contre, sur le deuxième round, on a eu le finish de Tatsuro Taira. On a eu un gros grind and pound. Donc, franchement, très très intéressant de la part de Taira. En fait, il était en position de contrôle et il a pris un énorme coup Moreno en grind and pound qui l'a peut-être un peu sonné. Et après, Taira en a profité pour accélérer un peu. Et puis, l'arbitre n'a pas eu le choix que d'arrêter le combat pour éviter que Moreno s'en prenne trop, se prenne trop de coups. Donc, franchement, très très intéressant. Le niveau de Taira était exceptionnel, que ce soit les feintes, les transitions, les spros, les takedowns. Des fois, il faisait une feinte de takedown, il remontait, il refaisait une feinte. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Mais Moreno aussi. En plus, ils avaient un style plutôt spéciaux les deux. On avait un Moreno qui était très ancré, un peu bossu. Le style de Moreno, pardon. Un style qui n'est pas du tout soporifique alors que je baille, mais vraiment très très intéressant, alors que le style de Tatsuro Taira peut-être un peu plus explosif, malgré le fait que Moreno soit très rapide aussi. Mais vraiment combat très intéressant qui s'est donc terminé sur le deuxième round sur un finish en TKO de la part de Tatsuro Taira. La suite pour Taira, franchement, ça sera peut-être un combat contre Joshua Van, peut-être un combat contre Alexandre Pantoja, je sais pas. Ça dépend combien de temps Pantoja va se rétablir de son coude, mais du coup, vu que le nouveau champion c'est Joshua Van, là il y a du monde dans la catégorie, il y a du monde à se faire. Et Tatsuro Taira, moi j'aime beaucoup, et donc j'ai hâte de voir la suite pour ce jeune combattant. Je vous rappelle que Moreno était juste deuxième de la catégorie, donc là automatiquement Taira il est peut-être propulsé sur une chance pour le titre. Ok. On va parler également d'un combat qui est peut-être le moins bon combat de la carte, en tout cas techniquement parlant. C'était le combat de Jan Blachowicz contre Gouskov. C'était en light heavyweight, donc en moins de 93 kg ou moins de 94. J'ai un petit doute là-dessus. Donc là, c'était un combat, forcément, quand on arrive dans les poids très lourds, le niveau technique baisse généralement. C'est pas le cas tout le temps, mais là en tout cas c'était le cas. On a eu un combat un peu mou. Forcément, chaque erreur est fatale, donc il faut faire très attention. On avait le retour de Blachowicz qui n'avait pas combattu depuis très longtemps il me semble, et donc Gouskov qui était sur une belle série de finish. C'est un combat, le premier round était un peu chiant, je vais pas vous le cacher. On a eu un Blachowicz qui était bien dans son round, par contre il arrivait bien à cadrer Gouskov avec un bon jab, très piston, très rapide. Gouskov tournait du mauvais sens, alors ça très étonnant, surtout à ce niveau là. Il tournait sur le bras arrière de Blachowicz, chose à ne surtout pas faire. Forcément, des fois il faut bien changer de rythme, il faut bien changer de sens, mais on tourne pas tout le round sur le mauvais sens. Et sur le deuxième round, lorsque on pouvait
pensait que le Blachowicz était vraiment rentré dans ce combat, et bien Gouskov arrive à exploser et à mettre un knockdown à mettre un knockdown tout simplement à Blachowicz avec un gros bras arrière qui fait tomber donc Blachowicz. Et là, on a eu un bon ground and pound de Gouskov, peut-être un peu trop patient, attentiste, mais bon, il a quand même réussi à faire des gros dégâts. Il a réussi à maintenir une grosse pression sur la part de Jan Blachowicz. Donc là, c'était intéressant. Alors, on a quand même noté aussi que Blachowicz était conscient, il n'était pas totalement out, hein, donc forcément, il arrivait à défendre un peu les coups qui arrivaient. Il arrivait aussi bien à se défendre, donc c'était intéressant. Mais quand il sort du deuxième round, il a quand même pris beaucoup de coups, beaucoup de dégâts, et donc forcément pour repartir, c'est un peu plus compliqué. Sur le troisième round, c'était un peu spécial ce qui s'est passé, parce que là, on a un Gouskov qui était beaucoup plus attentiste, beaucoup plus sur la réserve, tandis qu'on a eu un Blachowicz qui sortait d'un gros deuxième round, hein, qui s'était fait quand même bien laver. Et c'est lui qui cadrait, c'est lui qui essayait d'attaquer. Et donc franchement, c'était quand même un peu dommage, quoi, un peu dommage parce que Gouskov, en fait, il laisse passer le round. Il laisse passer le round petit à petit, malgré le fait qu'il soit plus rapide, hein, que Yann. Il est un peu plus jeune, il est un peu plus explosif. Donc forcément, il avait une carte à jouer, sauf qu'il a laissé passer le round petit à petit. Et donc forcément, Yann, qui est resté plutôt constant, il en a profité. Il a même fini très fort. Et donc c'est comme ça que le combat a fini en égalité. On a eu un premier round pour Blachowicz, un deuxième round pour Gouskov et un troisième round qui était un peu mixte. Et donc forcément, ça s'est fini en égalité. Je trouve que c'est une décision logique, hein, pour ma part, c'est ce que j'aurais aimé également. Donc ouais, plutôt décevant ce combat, surtout de la part de Gouskov. Je pense que Gouskov aurait vraiment pu gagner ce combat s'il était beaucoup plus agressif et s'il voulait vraiment gagner, en fait. Tout simplement, sur le troisième round, il était vraiment sur la réserve et je trouve ça plutôt dommage. Pour terminer, on va parler du combat de Ziam contre Sadikov. C'était pas sur la main card, hein, c'était sur le premier combat de la carte préliminaire. Franchement, excellent combat de la part de Fares Ziam. Encore une victoire, encore un finish également, donc très très intéressant. Sadikov, hein, qui avait fait un énorme combat, son dernier combat, c'est un des fights de l'année. Et forcément, donc c'était un adversaire vraiment de taille. Donc là, on est en catégorie des lightweight, hein, donc des moins de 70 kg. Excellent round de Ziam, hein, sur le premier round. On a, alors c'est un peu chiant, on va pas se le cacher, c'était beaucoup de cage control, beaucoup de grappling, mais c'était un grappling qui était, comment dire, plutôt recherché. Il y avait des tentatives d'améliorer la position, donc moi ça me plaît. Et donc on a eu des bonnes menaces de soumission, que ce soit des étranglements arrière, des choses comme ça. Donc premier round, il se passe pas grand chose, mais Ziam arrive à montrer à Sadikov qu'il est meilleur en grappling et qu'il a plus de solutions que ce dernier. Deuxième round, Ziam est toujours meilleur que Sadikov, mais cette fois-ci, il le montre sur le striking. Sadikov a de moins en moins d'options pour gagner ce combat, hein. Ziam arrive à avoir un striking vraiment très relâché, un peu à la même image que Talbot, sauf que cette fois-ci, il a les mains bien hautes, et donc il arrive à lâcher des bons middle, des bonnes droites, hein, donc une bonne anglaise très relâchée, très précise également son anglaise, donc très très intéressant. Et en rupture de contact, hein, donc il était en grappling au sol, il arrive à mettre un gros coup de coude vraiment du bas vers le ciel qui tape la tempe, qui arrive directement à sonner Sadikov. Il leur remet un deuxième parce que c'était pas assez et après il arrive à finir. Franchement, incroyable. C'était le deuxième finish par rupture de contact de la part de Fares Ziam. Et petite anecdote, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le coach qui était dans le coin de Sadikov, c'était le même coach qu'il y avait dans le coin de Matt Frevola. Donc voilà, hein, je pense que ce coach va faire des cauchemars de Fares Ziam. J'espère qu'il va travailler un peu plus les ruptures de contact, hein, parce que là, ça fait 2 fois qu'il a un combattant, 2 fois que le combattant se prend un KO sur une rupture de contact. Donc franchement, c'est quand même dommage. En tout cas, Ziam poursuit son road to top 15. Il nous montre encore une fois qu'il s'améliore de jour en jour, qu'il est de plus en plus meilleur tout simplement, qu'il a un niveau UFC, qu'il a un niveau exceptionnel. Donc franchement encore une énorme performance, un statement de la part de Ziam. Et en plus de ça, c'est un finish qui est spectaculaire qui plus est. Donc franchement, c'est tout ce qu'il fallait pour booster un peu sa carrière, donc ça fait plaisir. Les amis, on a fait le tour, hein, de cette UFC 323. Franchement, UFC de fou, hein, entre Merab contre Petarian, le combat de Tatsuro Taira contre Brandon Moreno, la victoire expéditive de Fares Ziam. Franchement, ça a été un UFC vraiment de folie. En plus, là, on a parlé un peu des annonces qui ont été faites sur l'UFC 325 à Sydney. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, les amis. Et donc, n'oubliez pas de partager ce podcast à vos amis, à vos familles. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, hein. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.